Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Salut à toutes et à tous, c'est Alexandre Dana. Avant de plonger dans notre émission, je voulais vous dire un immense merci. Avec 85 millions d'écoutes des podcasts Graines de Métamorphose et Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous qu'on a pu inspirer autant de personnes et devenir le premier podcast bien-être et psy en francophonie. On sélectionne les meilleurs experts pour offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Vos encouragements en commentaire sont super précieux pour poursuivre cette mission. Si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à un de vos proches, partagez-le. C'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Avez-vous l'impression de perdre votre capacité d'attention ? Qu'il devient de plus en plus difficile de se concentrer ou d'atteindre un état de pleine présence ? Est-ce que vous tombez alors dans le piège de la culpabilité en vous reprochant de passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou de changer de tâche toutes les 5 minutes. Mon invité aujourd'hui a fait la lumière sur les causes systémiques de la crise de l'attention avec un message puissant. Ce phénomène est plus grand que nous. Après avoir observé son filleul disparaître derrière ses écrans, ce journaliste britannique s'est embarqué dans une enquête mondiale pour comprendre pourquoi nous ne pouvons plus rester concentrés. Dans son livre « On vous vole votre attention », un best-seller international, aujourd'hui traduit en français et publié par les éditions Erol, il identifie 12 causes primordiales qui volent notre attention à partir de plus de 250 interviews d'experts et d'une expérience de désintoxication numérique de 3 mois. Son message est clair, nous pouvons reprendre le contrôle, mais seulement en agissant collectivement. Bonjour, Johan Hari. I'm so happy to be here. Thanks very much. Je suis si heureux d'être ici. Merci infiniment. Quel effet cela vous fait d'être en France ? J'ai honte de parler en anglais dans cette interview, mais quand j'étais enfant, j'ai parlé bien français, mais j'ai oublié tous mes mots. Je sais lire, mais pour parler, c'est trop difficile pour moi. So I apologize to everyone. Donc je présente mes excuses à ceux qui nous écoutent. Je me sens honteux, mais mon français n'est pas assez bon. Mais je suis très heureux d'être à Paris. J'aime Paris. Je viens si souvent. Je suis venu pendant mes recherches pour le livre et je cherche constamment des prétextes pour venir à Paris. Qui avez-vous rencontré à Paris pour vos recherches ? I was looking at the right to disconnect. En fait, je travaillais sur mon droit à me déconnecter et nous allons y venir ensuite, je pense. Mais pour être honnête, c'était surtout un prétexte pour venir ici. Très bien. Donc, avant cela, vous avez écrit des livres importants sur la dépression, la solitude. Qu'est-ce qui vous a amené à enquêter cette fois-ci sur l'attention et à écrire ce livre que j'ai eu la chance de publier ? Je pense que je pouvais sentir que ma propre attention devenait de plus en plus mauvaise. Au fil des années, les choses qui me demandent une concentration profonde et qui sont si importantes pour moi, comme lire des livres, avoir des conversations approfondies ou même regarder les films, devenaient de plus en plus difficiles. Je pouvais toujours le faire, bien sûr, mais avec chaque année qui passait, j'avais l'impression de remonter dans un escalator qui descend, vous voyez ? Et je voyais que cela arrivait à beaucoup de monde autour de moi. Nous vivons une énorme crise de l'attention. Un employé de bureau moyen ne peut aujourd'hui se concentrer sur une seule tâche que pendant moins d'1 minute. Et pour chaque enfant qui était diagnostiqué avec un grave problème d'attention quand j'avais 7 ans, c'est maintenant 100 enfants qui sont diagnostiqués avec ce même problème. Mais pour être honnête,
Je ne voulais pas particulièrement écrire sur ce sujet. J'avais plutôt honte et je pensais que j'avais un problème. J'étais quasiment certain de savoir pourquoi ça m'arrivait. Je me disais, quelqu'un a inventé le smartphone et ça m'a complètement piégé. Et je pensais que je manquais simplement de volonté, que je n'étais pas assez fort pour résister à ces tentations. Mais il y a eu un moment où j'ai pris conscience que je devais explorer cela plus en profondeur. Vous l'avez dit en introduction, j'ai plusieurs filleuls et l'un d'eux, quand il avait 9 ans, a développé cette obsession brève mais tellement mignonne pour Elvis Presley. Et la raison pour laquelle c'était si mignon, c'est qu'il ignorait bien sûr à quel point imiter Elvis c'était un tel cliché. Donc il était comme la dernière personne au monde à faire une version aussi sincère de Jailhouse Rock. C'était adorable. Et chaque soir que je l'emmenais se coucher, il me demandait de lui raconter l'histoire de la vie d'Elvis, encore et encore. Évidemment, je ne racontais pas la façon dont il se faisait dessus à la fin jusqu'à en mourir, mais un soir, j'ai parlé de Graceland. Je lui ai dit que c'était l'endroit où Elvis vivait, que des gens pouvaient visiter maintenant. Et son visage s'est illuminé. Il m'a dit « Johan, est-ce que tu pourras m'emmener à Graceland un jour ?» Et j'ai répondu « Oui, bien sûr », comme on fait avec des enfants de cet âge qui nous demanderaient d'aller au pôle Nord ou ailleurs. Et il m'a dit « Non, est-ce que tu jures vraiment qu'un jour tu m'emmèneras à Graceland ?» Alors j'ai dit « Oui, je te le promets ». Et je n'ai pas repensé à ce moment pendant 10 ans, jusqu'à ce que tant de choses tournent mal. À l'âge de 19 ans, on va penser que j'exagère, mais ce n'est pas le cas. Il passait quasiment toutes ses heures éveillé entre son iPad, son iPhone et son ordinateur. Et sa vie était comme une espèce de mélange grossier entre Snapchat, YouTube, du porno. Et on avait l'impression qu'il tourbillonnait constamment à la vitesse de Snapchat. Et que rien de fixe ou de sérieux ne pouvait l'atteindre. C'est un garçon très intelligent. Vous l'aimeriez beaucoup. Mais c'est comme si rien ne pouvait s'ancrer dans son esprit. Et un jour, on était assis dans mon appartement à Londres, et toute la journée, j'essayais d'avoir une conversation avec lui, mais sans succès. Et pour être vraiment honnête, je n'étais pas tellement mieux. Je regardais constamment mes propres appareils. J'étais assis là et je me suis soudainement souvenu de ce moment, toutes ces années auparavant, et je lui dis « Hey, ce n'est pas une façon de vivre. Allons à Graceland. » Il avait oublié ce truc, il y a si longtemps. Écoute, on ne va pas vivre comme ça. Faisons un grand road trip dans le sud des États-Unis, mais si on le fait, tu dois me promettre une chose, tu laisseras ton téléphone à l'hôtel pendant toute la journée. Car ça ne servira à rien de faire ce genre de road trip si tu es sur Snapchat tout le temps. Et il s'est mis à réfléchir car en fait, il n'était pas heureux de vivre comme ça. Et il m'a dit, tu sais quoi, je veux le faire. Je crois que c'était juste 2 semaines avant qu'on décolle de Londres pour la Nouvelle-Orléans. On est allé en premier. Quelques semaines plus tard, on est arrivé devant le portail de Graceland. C'était avant le Covid. Et il se trouve que quand on va à Graceland maintenant, il n'y a pas un être humain pour te faire visiter. Tu arrives, on te donne un iPad et c'est l'iPad qui te fait la visite. Tu mets des écouteurs et l'iPad te dit d'aller à droite ou à gauche et dans chaque pièce, on te raconte une histoire à propos de cette pièce, avec l'image de cette pièce sur l'iPad. Donc c'est vraiment bizarre de voir tout le monde se promener dans Graceland en regardant un iPad. Et sans regarder Graceland. Non, sans même regarder. Et au bout d'un moment, ça commençait à me tendre, à me saouler. Je me disais, regardez cet endroit. Vous avez tous voyagé de loin pour venir ici. Et nous sommes arrivés dans la pièce Jungle, qui était la pièce préférée d'Elvis à Graceland. Elle s'appelle comme ça parce qu'il y a plein de plantes artificielles dedans. Et ils l'ont laissé inchangé depuis sa mort. Et je n'oublierai jamais ceci. Il y avait un couple canadien d'âge moyen à côté de nous, et elle fixait l'iPad. Alors l'homme s'est tourné vers sa femme et lui a dit, « Regarde chérie, c'est dingue, si tu balayes l'écran à gauche, tu peux voir la pièce Jungle à gauche, et si tu balayes à droite, tu peux la voir à droite. » Alors, je les ai regardés, et ils balayaient l'écran à gauche et à droite. Je me suis penché vers eux et j'ai dit « Monsieur, vous savez qu'il y a une ancienne façon de faire ça, ça s'appelle tourner la tête. Et vous n'avez pas besoin de regarder la pièce Jungle sur l'écran parce qu'elle est littéralement tout autour de nous. » Et ils m'ont regardé comme si j'étais dingue et ils se sont éloignés dans la pièce. Alors je me suis tourné vers mon filleul pour en rire avec lui et il se tenait dans un coin de la pièce en train de consulter Snapchat. Parce que depuis qu'on avait atterri, il ne pouvait pas s'en empêcher. Et il ne pouvait littéralement pas s'arrêter. Alors je suis allé vers lui et j'ai essayé de lui prendre le téléphone des mains. Ce qui n'est jamais une très bonne idée avec des ados.
Alors je lui ai dit, écoute, je sais que tu as eu peur de manquer de quelque chose, mais c'est en faisant ça que tu es sûr de manquer de quelque chose. Tu n'es pas là dans ta propre vie, tu n'es pas là au présent aux événements de ta propre existence. Ce n'est pas une façon de vivre. Et il est parti, comme on peut s'en douter. Et je me suis baladé à Memphis tout seul ce jour-là, et je l'ai retrouvé le soir à Outbreak Hotel où on était, et il était assis à côté de cette énorme piscine en forme de guitare en train de regarder son téléphone. Alors je suis allé vers lui et je me suis excusé pour m'être mis en colère. Et il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Mais il m'a dit, je sais que quelque chose ne va vraiment pas. Et je ne sais pas ce que c'est. J'ai compris à ce moment-là qu'on était parti loin pour nous éloigner de ce problème de distraction, mais qu'on ne pouvait pas lui échapper. C'est partout. C'est l'air que nous respirons tous. Et alors j'ai compris qu'il fallait que je creuse cette question, qu'il y avait quelque chose de plus profond qui nous submerge. C'est comme ça que j'ai commencé cette grande enquête qui m'a entraîné dans le monde entier, de Miami à Melbourne, à Moscou, ici en France, pour interviewer plus de 250 experts mondiaux de l'attention et de la concentration pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait vraiment et comment récupérer notre attention. Et une chose étonnante avec les ados qui passent des heures sur les réseaux sociaux, et d'après les interviews que vous avez faites, on comprend qu'ils voudraient ne pas les utiliser. Ils savent que c'est mauvais, ils voudraient que ça n'existe pas, que TikTok n'existe pas. Ils savent que ce n'est pas bon pour eux, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Oui, ils ont un sens profond. Vous savez, parfois, c'est présenté comme si les gens qui préviennent sur les effets du manque d'attention se trouvaient en quelque sorte au-dessus des adolescents en les jugeant. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Mais c'est le contraire de la réalité. Les jeunes savent cela mieux que quiconque, en partie parce que ça les affecte plus que les adultes. Et le problème ne vient pas des adolescents, il vient de l'environnement. Le livre s'appelle « L'attention volée » en anglais parce que votre attention ne s'est pas évaporée. Votre attention vous a été volée. Et de façon intéressante, en étudiant cela en détail pendant plus de 3 ans et en creusant profondément la recherche scientifique sur ce sujet, ce que j'ai appris est qu'il existe des preuves scientifiques pour 12 facteurs qui peuvent améliorer votre attention ou la dégrader. Et une grande quantité des facteurs qui peuvent la dégrader ont considérablement augmenté ces dernières années. C'est pourquoi nous connaissons cette crise. Et ces facteurs, en fait, se répartissent assez largement depuis la nourriture que nous ingurgitons jusqu'à la façon dont nos bureaux sont conçus ou l'école de nos enfants, la pollution atmosphérique. Bien sûr, des éléments relèvent de la technologie, mais pas toute la technologie. Je pense que nous allons en parler. Donc, en fait, il y a un très large spectre de forces qui minent profondément notre attention. Mais heureusement, une fois que l'on comprend quels sont ces facteurs, on peut sortir de la dynamique consistant à s'en vouloir et en vouloir à nos enfants, et se mettre en colère contre les forces qui sont effectivement à l'œuvre, et commencer à vraiment gérer ces forces. Et je n'oublie pas ce que m'a dit quelqu'un qui a profondément inspiré certaines idées de ce livre, un homme incroyable, qui est le Dr James Williams, qui travaillait au cœur de la Silicon Valley, avant d'en être dégoûté et de partir pour devenir l'un des meilleurs philosophes de l'attention, désormais à Oxford. Et il m'a dit, vous savez, la hache a existé pendant 1,2 million d'années avant que quelqu'un dise « Hé les gars, on pourrait ajouter un manche !» Mais Internet existe depuis moins de 10 000 jours. Beaucoup de ces facteurs qui minent notre attention sont très récents. La plupart d'entre eux n'existaient pas quand j'étais enfant. Nous pouvons corriger ces facteurs si nous le voulons. On en parle parfois comme si ces facteurs qui abîment notre attention étaient une part inévitable du monde moderne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et je suis là pour vous dire que ce n'est absolument pas vrai. Ce sont des forces récentes, dans la plupart des cas, mais pas toutes. Et on peut s'y opposer jusqu'à un certain point individuellement, et encore plus en tant que société. Avant de parler de ces forces, qu'est-ce que l'attention? Comment on la définit? L'attention, c'est notre capacité à nous limiter à une activité ou une pensée spécifique. Si on pense à la pièce dans laquelle on se trouve maintenant, on est assis dans ce studio d'enregistrement. Si je tourne ma tête vers la gauche, je peux voir votre sympathique technicien qui a une belle barbe dont je suis jaloux parce que j'ai essayé de me laisser pousser une barbe comme ça sans succès. Et si je tourne encore la tête, je peux voir Sabine qui est ma brillante attachée de presse française. Je peux regarder tout autour de la pièce. Je vois cette lumière ici.
Si j'écoute attentivement, je peux entendre ce léger bourdonnement, je peux regarder vos chaussures, etc. Puis, je restreins mon attention à toutes ces choses pour revenir à vous. Vous m'avez demandé de définir l'attention. Donc, notre attention est notre capacité à nous intéresser de façon sélective à des phénomènes dans notre environnement. Et nous pouvons tous sentir la façon dont les choses interfèrent entre elles. Par exemple, j'ai éteint mon téléphone quand on a démarré cette conversation. Parce que si mon téléphone vibrait dans ma poche maintenant, je serais distrait de vos questions. Donc notre capacité à nous intéresser de façon sélective à un phénomène de notre environnement est constamment interrompue, comme le montre cet exemple évident. Le professeur Michael Posner de l'Université d'Oregon a fait une étude choquante qui montre que si vous êtes interrompu par une chose aussi simple qu'un texto, il vous faut en moyenne 23 minutes pour retrouver le niveau de concentration que vous aviez avant cette interruption. Prenons le cas des gens qui écoutent ce podcast, par exemple, ou qui le regardent sur YouTube. Ils reçoivent un texto. Ils se disent « Ah, je regarde le message et je réponds très vite. Ça ne prendra que 10 secondes, n'est-ce pas ?» Et je reprends le podcast. Vous pensez que ça ne vous prend que 10 secondes, mais en fait, ça vous prend les 10 secondes plus les 23 minutes qu'il vous faut pour vous concentrer à nouveau pleinement sur le sujet. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais 23 minutes devant nous sans être à nouveau interrompus, donc nous fonctionnons constamment à ce faible niveau de capacité cognitive. Nous sommes constamment interrompus dans notre capacité à nous intéresser de façon sélective aux phénomènes de notre environnement. Est-ce qu'on a tous naturellement le même niveau d'attention ou est-ce que certains sont plus sensibles aux interruptions ? La meilleure façon de comprendre cela, ça semble technique et fantaisiste, mais c'est en fait très simple. Ça s'appelle le modèle biopsychosocial. Comme pour l'attention et beaucoup d'autres choses dans nos vies, la dépression, l'obésité, etc., il y a 3 sortes de causes. Il y a les causes biologiques, comme les gènes ou les modifications de votre cerveau. Il y a les causes psychologiques, comme le stress ou la solitude. Il y a les causes sociales, dues à la société dans laquelle vous vivez, comme l'insécurité financière, par exemple. Et elles sont toutes réelles et jouent un rôle à un certain degré. Si vous écoutez ceci et que vous avez des problèmes d'attention, à un certain degré, ces 3 facteurs jouent un rôle et ce rôle peut être différent chez chacun. La façon dont je vois ça est de penser à une baignoire avec 3 robinets. Certaines personnes vont avoir un robinet biologique très fort. Ils sont naturellement moins enclins biologiquement à une capacité d'attention profonde. Certains vont avoir des facteurs psychologiques très marqués. Par exemple, ils reviennent d'une expérience de soldat sur un champ de bataille, c'est un exemple extrême, et certains vont avoir les facteurs sociaux plus marqués. Si on voit ça comme 3 robinets, tout cela finit dans la baignoire pour se mélanger et cette eau, c'est qui vous êtes. Donc ces facteurs varient selon les gens, mais jouent un rôle chez tout le monde à un certain degré. Votre livre montre aussi que l'attention, elle est au cœur de tout ce qu'on fait. J'adore la citation du Dr James Williams qui dit « Pour être capable de faire ce qui compte dans n'importe quel domaine, vous devez être capable d'être attentif aux choses importantes. » C'est aussi une raison pour laquelle on doit protéger notre capacité à nous concentrer, n'est-ce pas ? Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très sage. Je dirais à toute personne qui écoute, pensez à quoi que ce soit que vous ayez réalisé dans votre vie et dont vous êtes fier. Que ce soit d'avoir créé une entreprise, d'être un bon parent, d'avoir appris la guitare ou quoi que ce soit. Cette chose dont vous êtes fier a nécessité une grande quantité d'attention soutenue et les preuves pour cela sont très claires. Quand votre capacité à vous concentrer et à être attentif est détériorée, votre capacité à atteindre vos objectifs se détériore. Votre capacité à résoudre vos problèmes se détériore. Vous vous sentez plus mal avec vous-même parce que vous êtes en effet moins compétent quand vous ne pouvez pas vous concentrer. L'attention est notre super pouvoir en tant qu'espèce. Elle est au cœur de toutes nos réussites. Dans le domaine de la musique, du sport, ou même dans le fait d'être un bon ami. Pas vrai? Tout cela requiert de l'attention. Et si l'attention est un super pouvoir pour notre espèce, ma façon d'y penser est que maintenant nous sommes entourés de kryptonite et que notre boulot est d'extraire cette kryptonite de l'environnement. Et quand on reconquiert son attention, c'est vraiment une sensation de retrouver son super pouvoir, de retrouver ses capacités profondes en tant qu'être humain. Qu'en est-il du vagabondage de l'esprit ? Parce que dans le livre,
vous mettez aussi en lumière cet aspect moins connu de l'attention. Il y a tellement de choses que j'ai apprises en écrivant ce livre et qui m'ont surpris. Et ça en fait partie. En commençant ce travail, je pensais... J'avais une vision très individualiste de réfléchir à cette question. Je me disais que c'est moi qui avais un problème, que je n'avais pas assez de volonté. La technologie, le smartphone est là et ça me plombe. Et donc la solution semblait évidente. Je dois utiliser ma volonté pour me séparer de ce smartphone. J'étais dans cette position très chanceuse. Un film nommé aux Oscars avait été adapté d'un de mes livres. Ça s'appelle Bill Holiday, une affaire d'État, adapté de mon livre La Brigade des Stupes. Alors je me suis dit, d'accord, je vais utiliser l'argent pour m'éloigner de mon téléphone, de mon ordinateur. Et je suis parti 3 mois dans un endroit appelé Provincetown, aux États-Unis, à Cape Cod, dans le Massachusetts. Et je n'avais pas de téléphone et pas d'ordinateur pour accéder à Internet pendant ces 3 mois. Une vraie détox numérique. Oui, en mode pur et dur, comme si j'allais chez les Amish. Bien que ce soit une ville très gaie, donc pas vraiment comme les Amish. Et donc, il y a eu beaucoup de hauts et de bas au cours de ces 3 mois. Mais ce qui m'a le plus choqué est à quel point mon attention est revenue. J'étais effaré de voir que je pouvais lire un livre pendant 8 heures par jour. Et ce n'est pas seulement à cause de la détox technologique, en fait. Il y avait d'autres choses qui avaient changé et dont nous pouvons parler, liées à ces 12 facteurs dont je parle dans le livre. Une des choses qui m'a vraiment surpris est que j'étais allé là-bas pour récupérer mon attention, pour être capable de lire à nouveau. Mais assez rapidement, j'ai commencé à sortir pour faire de longues balades. Sans téléphone. Et en temps normal, j'aurais écouté des livres audio, des podcasts, ou j'aurais discuté avec des amis. Et là, je ne pouvais pas. Et je faisais ces longues balades, mais au début, je me disais, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour pouvoir me concentrer, pas pour laisser mon esprit vagabonder. Mais assez vite, j'ai compris que c'est pendant ces heures où je marchais que je commençais à avoir mes meilleures idées, à être le plus créatif. Et il y a toute une science à ce propos. Le vagabondage mental, c'est quand on laisse ses pensées s'écouler sans s'accrocher à une pensée en particulier. Quand on lit un livre, on ne fait pas du vagabondage mental, puisqu'on pense au sujet du livre. Même chose pour les gens qui écoutent ce podcast. Ils ne font pas de vagabondage mental pour l'essentiel, puisqu'ils pensent à ce que nous sommes en train de dire. Le vagabondage mental, c'est quand on met tout ça de côté et qu'on laisse l'esprit divaguer. J'ai creusé cette question en profondeur. Et il y a eu une espèce d'énorme renaissance, ou plutôt de naissance, au cours des 20 dernières années, dans la recherche sur ce sujet. En particulier grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, l'IRM fonctionnelle. Et j'ai interviewé des experts dans ce domaine. Et en fait, nous pensons au vagabondage mental comme une perte de temps. Si vous avez des enfants et que vous allez à une réunion de parents d'élèves et que l'enseignant vous dit que votre enfant a une pensée constamment vagabonde, ça ne sera pas un compliment. Mais il se trouve que le vagabondage mental est très important pour la réflexion. Quand vous laissez votre esprit vagabonder, il se trouve que c'est alors que votre esprit traite les informations passées et leur donne du sens. Et il anticipe le futur et s'y prépare. Et vous faites des associations d'idées dans votre esprit et c'est de là que vient la créativité. Donc c'est très important. Mais nous avons éliminé cela de nos vies. Quand je suis arrivé ici, je me suis promené dans Paris pendant quelques heures autour de la gare du Nord. Et c'est très rare de voir quelqu'un qui n'a pas des écouteurs sur les oreilles ou qui ne regarde pas son téléphone ou vous rentre dedans. C'est presque dangereux maintenant de se balader dans Paris. Donc quand j'ai pu retrouver ma capacité à faire du vagabondage mental, j'ai pris conscience du cadeau que c'était. Et c'est un grand changement que j'ai fait dans ma vie depuis cette période, c'était en 2018. Maintenant, où que je sois dans le monde, je prends au moins 1 heure chaque jour pour me promener sans téléphone. Et j'ai même un carnet pour noter une bonne idée au cas où ça viendrait. Mais je ne prends rien d'autre. Et ce sont pratiquement à chaque fois les heures les plus créatives, les plus fertiles de ma journée.
Un dernier aspect de l'attention, parmi les moins connus, est le lien entre l'attention et la présence au monde. Vous mentionnez le cas de cet homme qui se tient tranquille en face de l'océan. C'est le parfait contraire de Facebook, écrivez-vous. L'attention est-elle la clé pour accéder à une dimension contemplative de l'existence ? C'était si étrange. Je me souviens du jour où c'est arrivé. Provincetown est à l'extrémité de Cape Cod. Donc c'est comme un grand banc de sable qui s'enfonce dans l'océan. Et je me souviens que c'était au début de mon séjour. Je faisais cette balade et je me suis arrêté brutalement parce que j'ai vu ce gars. Et on aurait dit qu'il était au milieu de l'océan, loin devant. Et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, il y a ces grandes étendues de sable en contrebas de l'océan et on peut y marcher. Il était là à regarder l'océan pendant des heures. Je le regardais, j'avais été si occupé pendant si longtemps. Je ne m'étais pas vraiment arrêté pendant des années. Et je regardais ce gars en me disant, je ne pourrais jamais faire ça. Et pourtant, il avait l'air si heureux et si tranquille. Et comme vous l'avez dit, j'ai pensé que c'était le contraire de Facebook, bien que Facebook maintenant apparaisse plutôt comme quelque chose de lent par rapport à ce qui est venu ensuite. Vous savez, Facebook ressemble à un roman d'Henry James, comparé à TikTok. Mais je me souviens avoir été frappé par cette vision. Ce qui est intéressant, si vous pensez à l'intention, quand vous commencez à réfléchir à ce qu'est l'attention, ça semble être un sujet sans importance, pas grave. On se dit, ok, je suis distrait, j'allais au frigo pour prendre un Coca Zéro, mais j'ai reçu un texto d'un ami, et je ne me souviens même plus pourquoi j'allais dans la cuisine. Et on se dit que finalement, ce n'est pas très grave. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que quand vous regardez la science de l'attention, plus vous vous y intéressez et plus vous prenez conscience que ça affecte absolument tous les aspects de nos vies. Cette typologie de l'attention est vraiment intéressante. La forme la plus évidente de l'attention est celle dont nous avons déjà parlé. C'est ce que le Dr Williams appelle le spotlight, le projecteur. C'est notre capacité à diriger l'attention. Imaginez un projecteur sur une scène et vous voyez Lady Gaga ou autre chose. C'est la réduction sur quelque chose. Donc, le plus bas niveau de l'attention est notre capacité à restreindre notre attention sur quelque chose pour conduire une tâche en particulier, comme aller au frigo pour aller chercher une boisson. Et nous pouvons tous sentir combien cette capacité est constamment interrompue. Le niveau suivant est ce qu'il appelle notre starlight, la lumière stellaire, qui n'est pas notre capacité à réaliser une tâche immédiate comme aller au frigo, mais notre capacité à accomplir une tâche à long terme, comme un plan pour une entreprise ou écrire un livre, etc. Il appelle ça notre starlight, donc la lumière stellaire, parce que si vous êtes perdu dans le désert sans GPS et que vous ne savez pas où aller, ou en tout cas où vous allez, vous regardez les étoiles et elles peuvent vous guider. Celle-là aussi est fortement interrompue par cet environnement dans lequel nous vivons. Et le niveau encore supérieur, c'est ce qu'il appelle the daylight, la lumière du jour, qui n'est pas notre capacité à accomplir un objectif à long terme, mais c'est notre capacité à savoir quels sont nos objectifs à long terme. Comment savez-vous quel business vous voulez développer ? Comment savez-vous ce que c'est d'être un bon parent ? Ou comment vous savez quel livre vous voulez écrire ? Pour obtenir ces savoirs, vous avez besoin de moments de repos, de réflexion profonde, de concentration, de vagabondage mental, toutes sortes de choses comme le flux aussi, dont nous pouvons parler. Et dans notre environnement, cela aussi est profondément perturbé. Il appelle ça une décohérence. Et j'ai proposé une chose avec laquelle il est d'accord, c'est qu'il y a encore un quatrième niveau à cela, qui est ce qu'on appelle notre stadium light, la lumière du stade. Ce n'est pas seulement notre capacité à formuler et à atteindre des objectifs à long terme pour soi, mais notre capacité en tant que société de formuler et d'atteindre des objectifs communs et qui a été profondément perturbé dans notre environnement. À l'heure où nous parlons, il vient d'y avoir, il y a quelques semaines, la réélection catastrophique de Donald Trump. Et partout dans le monde, notre capacité à formuler et à atteindre des objectifs collectifs s'effondre avec des aspects extrêmes. Par exemple, pourquoi est-ce que je me trouve ici, mais pas en tant que citoyen européen ? Parce que mon pays est devenu complètement dingue à ce sujet.
Et ces dynamiques qui détruisent nos attentions individuelles, détruisent aussi notre attention collective et sapent la démocratie partout dans le monde. Des pays aussi différents que la Grande-Bretagne, le Brésil ou la Birmanie deviennent fous de la même façon, en paradant et en devenant extrémistes et en détruisant ces objectifs collectifs. Ça nous montre qu'il y a une dynamique sous-jacente à l'œuvre, bien qu'il y ait de nombreux facteurs, et qui est au moins en partie liée à cette crise de l'attention. Donc en effet, l'attention semble être une petite chose, mais quand on se penche dessus, ça détermine beaucoup de choses dans nos vies. Beaucoup de gens qui nous écoutent ont sûrement des enfants dans leur vie, comme moi. Et ils voient que les enfants luttent pour se concentrer, donc on voit clairement que ça va marquer toute leur vie si on ne règle pas ce problème. Une personne qui ne peut pas se concentrer va constamment être moins que ce qu'elle aurait pu être. Et une personne qui retrouve sa capacité à se concentrer peut être plus que ce qu'elle aurait été. Et nous comprenons ça en lisant les avis de tous les experts que vous avez interrogés, plus de 250 experts partout dans le monde. Comment les avez-vous choisis? Le panel est très large, il y a des spécialistes du comportement humain, des économistes, des enseignants. Comment les avez-vous sélectionnés? Eh bien, j'ai fait une formation en sciences sociales à l'université de Cambridge. J'ai donc commencé par lire de très nombreux articles scientifiques différents. Et ensuite, je connais rien à la nature, donc je ne sais pas si l'analogie est correcte, mais j'ai lu dans un livre d'Henri David Thoreau qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois. J'ai tiré cette analogie d'une chose qu'il dit. Apparemment, si vous voulez trouver une ruche et que vous ne savez pas où aller, si vous restez à un endroit donné avec un bocal, que vous attrapez une abeille et que vous la gardez pendant 1 minute, elle va toujours voler en direction de la ruche en sortant. Donc on l'attrape, on la suit et on la perd. Puis on recommence avec une autre abeille. Et au bout d'un moment, on trouve la ruche. Et pour moi, ça a été pareil. J'allais voir un expert et à la fin, je lui demandais à qui d'autre est-ce que je devrais parler. Et il me donnait 10 noms. Alors j'allais leur parler et je demandais la même chose. Et donc au bout du compte, on chasse les abeilles et on finit par trouver des réponses. Mais je pense aussi que le sujet de l'attention est un sujet très complexe avec de nombreux facteurs en jeu, qui la favorisent ou la réduisent. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai dû regarder dans de nombreux domaines, aussi bien l'économie que la psychologie ou la nutrition. C'est vraiment fascinant de voir comment l'attention touche à tant de choses et comment elle est affectée par tant de facteurs différents. C'était un plaisir de faire cette recherche et c'était intéressant de voir à quel point toutes ces choses sont à l'œuvre dans votre propre vie. Dans notre environnement immédiat, qu'est-ce qui abîme notre attention? Comme je l'ai dit, il y a 12 facteurs. Prenons-en peut-être un qui, à mon avis, est à l'œuvre chez tout le monde, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, à un degré ou à un autre. Je suis allé au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, pour interviewer un grand neuroscientifique, un homme incroyable, le professeur Earl Miller. Et il m'a dit, écoutez, la chose la plus importante que vous devez comprendre à propos du cerveau humain, c'est que vous ne pouvez consciemment penser qu'à une seule chose à la fois, 2 tout au plus, c'est tout. C'est une limitation fondamentale du cerveau humain qui ne va pas changer significativement, car c'est ainsi depuis 40 000 ans. Mais ce qui s'est passé et qu'on s'est mis à croire à une illusion collective. L'adolescent moyen pense aujourd'hui qu'il peut suivre 6 ou 7 médias différents en même temps, et tous les gens que je connais sont loin derrière. Et donc ce que font le professeur Miller et les autres scientifiques dans le monde, y compris ici en France, c'est qu'ils mettent des personnes dans un laboratoire, des jeunes et des plus âgés, et ils leur demandent de faire plusieurs choses à la fois. Et ils regardent ce qui se passe. Et il constate à chaque fois qu'en effet, on ne peut pas faire plus d'une chose à la fois. Mais ce qui se passe, c'est qu'on saute d'une tâche à l'autre très rapidement. Vous dites, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Que dit ce message sur WhatsApp? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre à la télé à propos de Trump? Qu'est-ce que c'est ce post sur Facebook, par exemple? Qu'est-ce que vous avez demandé encore? Donc on jongle sans arrêt d'une chose à l'autre. Et il se trouve que ce jonglage a un coût très élevé. Le terme technique que tout le monde devrait connaître est le coût connectif de transition. Quand on passe d'une tâche à une autre, ça a un coût.
On fait plus d'erreurs, on se souvient moins bien de ce que l'on fait, et de façon significative, on est moins créatif. Et je me souviens que quand j'ai appris cela, j'ai pensé que c'était vrai, mais que c'était négligeable. Mais en fait, c'est un effet très important. J'ai l'exemple d'une petite étude qui est appuyée par une grande quantité de preuves à ce sujet. Hewlett-Packard, qui fabrique des imprimantes, a recruté un scientifique pour étudier leurs employés. Et il l'a réparti en 2 groupes. Et il a dit au premier groupe, rentrez chez vous avec le travail que vous avez à faire et vous ne serez pas interrompu. Et au deuxième groupe, il a dit, vous rentrez chez vous avec votre travail à faire, mais en même temps, vous devrez répondre à un tas d'emails et d'appels téléphoniques, ce qui est plus ou moins la façon dont nous vivons tous. À la fin de l'expérience, le scientifique a testé le QI des 2 groupes. Et il a découvert que le groupe qui n'avait pas été interrompu avait 10 points de plus que l'autre. Ce qui donne le niveau de l'effet. Si vous et moi, on fumait maintenant un joint de cannabis et qu'on était stone, notre QI descendrait assez vite de 5 points. Donc le fait d'être interrompu de façon chronique est 2 fois pire pour notre intelligence que de fumer du cannabis. Donc il vaut mieux rester à son bureau, fumer un joint et faire une chose à la fois que travailler sans fumer mais en étant constamment interrompu. Bien sûr, je plaisante, et le mieux est de ne pas fumer, de ne pas être interrompu, mais vous voyez à quel point l'effet est important. Nous vivons une véritable tempête de dégradation cognitive qui vient du fait que nous sommes constamment interrompus. Ça pourrait inspirer des politiques de ressources humaines assez créatives. On apprend aussi dans le livre que le sommeil joue un rôle crucial dans nos capacités d'attention. Quels sont les effets de nos modes de vie ici ? Cette information m'a stupéfait. Nous dormons en moyenne 20% de moins que nos ancêtres il y a un siècle. L'enfant britannique moyen dort 85 minutes de moins qu'en 1945. Donc, c'est une réduction énorme. Je suis allé interviewer l'un des experts mondiaux sur ce thème de la privation de sommeil, le Dr Charles Czeisler, qui a formulé tout le monde depuis les services secrets jusqu'à l'équipe de football américain de Boston. Il m'a dit, même si rien d'autre n'avait changé en dehors de cette réduction du sommeil, ce seul facteur provoquerait une énorme crise de l'attention. Si vous restez éveillé pendant 19 heures, ce qui me semble pas tant que ça, votre attention décline comme si vous aviez bu une quantité légale d'alcool. Donc il y a beaucoup de raisons pour cela. Et l'une d'elles est que tout le temps que vous êtes éveillé, votre cerveau génère des déchets métaboliques, qu'un scientifique appelle le caca des cellules cérébrales, ce qui donne une idée de ce que c'est. Donc ces déchets s'accumulent dans votre cerveau, et quand vous allez dormir et que vous atteignez le sommeil profond, un fluide traverse votre cerveau et entraîne ces déchets jusqu'à vos reins, où ils seront éliminés. Si vous ne dormez pas suffisamment, 8 heures pour certains, votre cerveau ne se nettoie pas correctement. Donc, quand vous vous réveillez, vous vous sentez fatigué et brumeux. Et ce n'est pas une métaphore, vous êtes littéralement dans un brouillard de déchets, comme dans un cloaque. Donc, nous fonctionnons tous avec nos cerveaux qui sont pleins de ces déchets métaboliques, qui s'accumulent et qui, au fil du temps, ont des effets catastrophiques. C'est pourquoi, si vous dormez moins que votre besoin de sommeil, vous êtes à risque de déclencher des démences plus tard dans votre vie. Mais il y a aussi des effets immédiats. Si on regarde les expériences dans lesquelles on demande aux gens d'effectuer des tests d'attention très simple, s'ils n'ont pas assez dormi, les résultats sont beaucoup moins bons. Et dans nos sociétés aujourd'hui, nous dormons quasiment tous significativement moins que les humains autrefois. La science a montré ça de façon claire. Beaucoup de facteurs entrent en jeu, là aussi, mais l'un d'eux est un phénomène fascinant. Imaginez que vous partez en camping. Ce n'est pas la période, mais imaginez que vous allez camper. Je sais que les Français aiment ça. Vous allez camper dans la nature. Vous n'avez pas encore installé votre tente et il commence à faire sombre. Alors, vous allez avoir un surcroît d'énergie.
Ce qui est une bonne chose parce que ça va vous permettre d'installer votre tente avant qu'il fasse vraiment nuit et que vous ne voyez plus rien. On peut comprendre qu'il y a un avantage évolutif à cela. Si on pense aux circonstances dans lesquelles l'homme a évolué, c'est parfaitement logique. Il se met à faire sombre, vous avez un surcroît d'énergie, ce qui vous permet de retourner à votre caverne, retrouver votre tribu. Nous avons évolué pour avoir un surcroît d'énergie quand il se met à faire sombre. Mais maintenant, dans l'environnement dans lequel nous vivons, on est au lit, en train de regarder son téléphone qui fait de la lumière, et on commence à être fatigué. Et on éteint son téléphone pour dormir. Mais le signal qui est envoyé au cerveau est il fait soudainement sombre. Il faut un surcroît d'énergie pour retourner à la caverne. Le cerveau ne sait pas que vous êtes déjà dans votre caverne. Donc, dans nos environnements dans lesquels nous sommes exposés à des grandes quantités de lumière juste avant de dormir, on ne comprend pas pourquoi on était fatigué et que soudain, on est à nouveau éveillé. Donc, on va rallumer son téléphone, par exemple, et puis on va regarder ses emails et autre chose, et le cycle recommence. Donc, notre environnement est très mal adapté au sommeil. Et qu'en est-il de la nourriture ? On est habitué à faire le lien entre la nourriture et l'obésité ou les maladies cardiovasculaires, mais quelle est la connexion entre ce qu'on mange et notre capacité à nous concentrer ? Là aussi, j'ai été très surpris de ce que j'ai appris. Ça fait partie des 2 ou 3 éléments du livre qui m'ont le plus stupéfait. Et je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que je ne porte aucun jugement parce que j'ai été accro à la junk food pendant la plus grande partie de ma vie. Donc pour vous dire, à une époque où j'étais assez mal dans ma vie, juste avant Noël en 2009, je suis allé au KFC dans l'est de Londres où j'ai vécu longtemps. Alors c'était l'heure du déjeuner et j'ai pris mon menu habituel et le gars derrière le comptoir me dit « Oh, ça fait plaisir de vous voir ». Puis il est parti derrière et où ils ont fait frire les poulets et il est revenu avec une énorme carte de Noël et c'était écrit « Pour nos meilleurs clients ». Et l'une des raisons pour lesquelles je me suis senti très mal, c'est que je me suis dit, ce n'est même pas le KFC dans lequel je vais le plus souvent. Comment c'est possible ? Donc, quand j'ai creusé ce domaine qu'on appelle maintenant la psychiatrie nutritionnelle, qui étudie comment la nourriture que nous mangeons affecte nos cerveaux et notre fonctionnement mental, j'ai découvert qu'il existe de nombreuses données et plusieurs niveaux. Par exemple, un des grands nutritionnistes en Europe qui s'appelle Dale Pinnock m'a expliqué certaines choses. Imaginez le petit déjeuner classique. Alors, je pense que les Français font mieux que les Anglais, mais prenons le petit déjeuner standard anglais ou américain avec du pain blanc toasté et du beurre ou des céréales sucrées. Ce que ça fait est que ça amène une grande quantité d'énergie très rapidement au cerveau. Et ça fait du bien. On s'est dit, super, je suis bien réveillé, je suis prêt pour la journée, mais c'est juste grâce à cette quantité de glucose. Sauf que ça amène tant de glucose si rapidement que lorsque vous arrivez à votre bureau, ou votre enfant arrive à l'école un peu plus tard, vous avez une chute brutale d'énergie. Et ce qui se passe dans le cerveau est que vous êtes embrumé et que vous êtes incapable de bien vous concentrer jusqu'à ce que vous ayez à nouveau un apport de sucre. Alors ça remonte, puis ça retombe à nouveau. Ce que m'a dit le docteur Pinnock est que la façon dont nous mangeons provoque ces espèces de montagnes russes de hausse et de baisse d'énergie tout au long de la journée, ce qui provoque des longues périodes de brouillard mental. Imaginez, si vous prenez au contraire du porridge, des céréales bouillies donc, avec des myrtilles par exemple, cela amène de l'énergie de façon constante, sans avoir ces hausses et ces baisses d'énergie. Donc l'un des facteurs avec la nourriture, c'est cet effet énergétique et les conséquences sur le brouillard mental. Un autre élément est que notre régime occidental, maintenant, manque chroniquement de certains éléments importants pour le fonctionnement optimal du cerveau. Les oméga 3 qu'on trouve dans le poisson, par exemple, et les suppléments que l'on prend ne compensent pas ces carences, ne réduisent pas ces effets de façon significative, parce que le cerveau ne métabolise pas les suppléments comme il le fait avec les nutriments. Le troisième facteur que j'ai trouvé choquant, ce n'est pas seulement que nos régimes manquent de certains éléments, mais en plus ils contiennent des produits chimiques qui agissent sur notre cerveau comme des drogues. Il y a une étude britannique faite à Southampton. Ils ont pris 192 enfants qu'ils ont répartis en 2 groupes. Le premier groupe a reçu de l'eau ordinaire et le second groupe a eu de l'eau qui contenait des additifs alimentaires communs que l'on trouve dans la nourriture.
Ils ont suivi les enfants et constaté que ceux qui avaient de l'eau avec les additifs étaient plus enclins à des problèmes de déficit d'attention et de concentration. Donc on commence à comprendre combien ces facteurs jouent sur notre attention et on comprend l'importance du régime alimentaire. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place ? Vous mentionnez votre nouvelle routine de promenade avec un carnet sans téléphone, ce qui est propice au vagabondage mental. Je comprends aussi que je dois prendre soin de mon sommeil, laisser tomber mon petit déjeuner français et abandonner le croissant. Je suppose que si je viens en France et que je dis aux gens de laisser tomber le croissant, ça va pas être très populaire. Quelle autre solution ? Pour chacun des 12 facteurs qui affectent notre concentration, il y a en effet 2 niveaux de réponse. La défense et l'attaque. Nous pouvons faire beaucoup de changements dans nos vies pour nous protéger et je les explore en détail dans le livre. Je vous donne 2 exemples de choses que vous pouvez commencer à faire dès maintenant. Je vous suggère d'aller sur Internet et de commander quelque chose qui s'appelle le K-Safe. C'est un K suivi de Safe. Alors, j'aurais dû acheter des actions de cette entreprise avant de sortir le livre, comme ils ont pris de la valeur depuis. Alors, c'est très simple. C'est une boîte, un coffre en plastique. Vous enlevez le couvercle, vous mettez votre téléphone dedans, vous remettez le couvercle, vous tournez la molette et ça enferme votre téléphone le temps que vous voulez, entre 5 minutes et toute la journée, selon ce que vous choisissez. Et une fois que c'est fermé, vous ne pouvez pas le récupérer, d'accord ? Bon, en cas d'urgence, vous pourriez l'éclater et il faudrait en racheter un autre ensuite. Mais j'ai utilisé ça 3 heures par jour pour écrire mon livre. Et je n'aurais certainement pas fini dans les temps si je ne l'avais pas utilisé. Quand j'ai des amis qui viennent dîner à manger, je leur dis « Nous allons tous mettre nos téléphones dans la prison des téléphones ». C'est difficile au début, mais j'explique aux gens que le plaisir de savoir qu'on va effectivement s'écouter les uns les autres va être beaucoup plus grand que d'avoir ces consultations minables d'Instagram ou autres pour lesquelles il faudra juste attendre quelques heures de plus. Alors, des gens me disent « Oui, mais il y a une urgence ». Alors je leur dis « Eh bien, si vous avez 45 ans comme moi, eh bien, vous vous souvenez, les 23 premières années de votre vie, la première moitié de votre vie en fait, de nos vies, quand on quittait la maison et qu'il fallait attendre d'être rentré pour savoir qu'il y avait une urgence. Mais nous ne sommes pas tous morts, c'est bon, vous n'êtes pas le président, vous n'avez pas besoin de donner des ordres, tout va bien, le monde peut vous attendre. Donc je recommande la K-Safe et je recommande à tout le monde de télécharger une application qui s'appelle Freedom. Disons que vous êtes particulièrement accro à Instagram ou eBay ou Pornhub, quel que soit votre point faible. Vous téléchargez cette application que vous pouvez synchroniser entre votre ordinateur, votre téléphone, tous les autres, et vous lui demandez « Ne me laisse pas me connecter sur eBay ou autre pendant l'heure qui vient et toute la journée. » Comme vous voulez. Et une fois que vous activez la fonction, vous avez un message qui vous dit « Vous avez été libéré ». Et vous avez des images de papillons, ce genre de choses. Mes réseaux sociaux sont bloqués en permanence sur mon téléphone parce que je ne veux pas que les gens disent à mes funérailles « Johan passait beaucoup de temps sur TikTok ». Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme ça. Et la vérité est que vos habitudes sont votre vie. Ce n'est pas la peine de dire « je suis quelqu'un qui lit de longs romans ou qui a de grandes discussions avec ses amis ». Si dans la réalité vous passez votre temps à scroller pour regarder des vidéos débiles de gens qui tombent ou autres, si vous passez beaucoup de temps à faire ça, c'est qui vous êtes ? C'est votre vie, ça devient votre vie. Et avec le temps, votre esprit se conforme à ça. Faites attention aux technologies que vous utilisez, parce que avec le temps, votre esprit prend la forme voulue par ces outils. Donc je recommanderais beaucoup de choses comme ça. Et il y en a plein d'autres dans le livre, bien sûr. C'est la défense. C'est la défense, mais je vais être vraiment honnête avec les gens, car je n'ai pas l'impression que la plupart des gens qui communiquent avec le public sur ce sujet de l'attention parlent d'égal à égal avec les gens. Je suis passionnément en faveur de ces changements individuels, j'en ai mis en œuvre beaucoup moi-même, pas tous, mais ils m'ont aidé énormément. Mais je vais être très franc, il y a une limite à la façon dont les choses peuvent nous aider. Parce que la vérité est que cette crise n'est pas arrivée parce que vous, moi ou vos enfants, aviez des mauvaises habitudes. Cette crise est survenue parce qu'il y a des forces sociales énormes et puissantes. Et à un certain point, et j'ai vu ça commencer dans plusieurs endroits du monde, nous allons devoir défier ces forces, les affronter. Un aspect très important de tout cela doit être collectif, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en tant qu'individus isolés.
Parfois, je me dis que des réponses purement individuelles, vous savez, Paris est plutôt pollué, bien que ce soit mieux maintenant grâce aux actions de votre maire, que je soutiens la circulation, etc. Mais vous savez que vous pourriez réagir à la pollution en portant un masque à gaz. Si je vivais à Pékin, je porterais un masque à gaz. Mais il vaut mieux répondre à la pollution en réduisant massivement les causes de celle-ci. Et de la même façon, dès l'instant où nous pensons à une solution de type masque à gaz, qui a une certaine valeur, nous devons aussi affronter les causes du problème. Donc on a là une réponse politique, mais entre cette réponse politique et les actions individuelles, est-ce qu'il y a des niveaux collectifs où on peut agir avec nos amis, la famille, les collègues? Que faire pour améliorer mon attention, notre attention? Bien sûr. Prenons le dernier exemple que vous avez donné, les collègues de travail. On est arrivé à une conception bizarre et profondément fausse de la productivité. Nous pensons qu'un travailleur productif est quelqu'un qui répond immédiatement aux emails de son supérieur, qui absorbe tout le stress qu'on lui inflige sans réagir, qui est toujours éveillé à minuit pour répondre aux emails. Et en fait, la science est très claire. Toutes ces choses, au contraire, détruisent la productivité. Être privé de sommeil, être constamment interrompu, super stressé, tout cela détruit la productivité, et en particulier maintenant dans cet environnement où arrive l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que va être un travailleur productif dans ce nouvel environnement ? L'IA va faire des tâches simples et immédiates, mieux que nous très bientôt. Et en fait, c'est déjà le cas. Mais ce n'est pas ça que nous avons besoin d'être en tant qu'employés. Nous avons besoin d'être profondément créatifs, car c'est une chose que l'IA ne fait pas. Donc, nous sommes tombés dans cette espèce de piège de productivité bizarre. Vous savez, il y a une personne brillante sur ce sujet qui est le professeur Jeffrey Pfeiffer, un expert mondial en management et organisation qui enseigne à l'université de Stanford en Californie. Il m'a dit, tout le monde sait cela à propos de son équipe de sport favorite. Il y a l'Euro l'an dernier et puis aucun Français ne voulait que les joueurs de son équipe entrent sur le terrain en étant épuisés, sans avoir dormi la nuit, hyper stressés, avec leur téléphone à consulter pendant le match. Quiconque aurait suggéré une telle stratégie aurait conspué, pas vrai. Et le professeur Pfeiffer m'a dit que si c'est vrai que pour ton équipe de football, c'est vrai aussi pour tes collègues, pour toi. Donc nous devons radicalement réévaluer ce que nous pensons de la productivité, à tous les niveaux. Pensez simplement à la façon dont nous avons conçu les bureaux ou les écoles aujourd'hui. Il y a eu un mouvement massif en direction d'espaces ouverts. La science à ce sujet est très claire. Nous avons deux types d'attention. Une attention descendante et une attention ascendante. Alors ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. L'attention descendante, c'est ce que nous faisons maintenant, vous et moi. On peut regarder autour de la pièce, vous avez mon livre avec vous et vous pourriez le regarder, mais vous utilisez vos fonctions exécutives, vos capacités d'attention pour filtrer tout ça. Et vous utilisez votre volonté pour vous restreindre à écouter ce que je suis en train de dire. Ok ? Donc ça, c'est l'attention descendante. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'attention ascendante. C'est involontaire. Si une bombe explosait dans la rue dehors, vous cesseriez de m'écouter et je cesserai de vous écouter. On se tournerait dans la direction de l'explosion. C'est involontaire. Et nous sommes non pas constamment, mais souvent en conflit entre ces deux types d'attention. Dans un bureau open space, où on entend les personnes autour de soi, on doit constamment utiliser sa volonté pour bloquer ce bruit, cette nuisance. Et votre attention descendante est limitée. La volonté est une ressource finie. Et donc nous avons créé ces environnements où nous devons constamment, même avec des casques, des écouteurs, faire des efforts pour éliminer ces interruptions. Ce n'est que l'un des nombreux facteurs. Mais nous devons en être conscients pour redéfinir les espaces de travail. Il y a beaucoup d'autres choses dont nous pourrions parler. Il y a des exemples avec l'entreprise Petro Guardian en Nouvelle-Zélande. Un des changements très simples est que chaque personne a un mug, une tasse, sur son bureau. Et si la personne est ouverte à la conversation spontanée, elle laisse le mug vide.
Mais si elle est engagée dans un processus de réflexion intense et qu'elle ne veut pas être interrompue, elle met un petit drapeau sur son mug. Vous voyez, c'est très simple, mais ça améliore significativement la productivité. Donc il y a beaucoup de choses dont je parle dans le livre que nous pouvons faire. Et vous avez raison, c'est un niveau intermédiaire entre le niveau individuel et le niveau de la société. C'est le niveau des organisations et des groupes. Nous pouvons réorganiser nos écoles aussi. Je dois dire que la France a fait des choses désastreuses de mon point de vue en ce qui concerne les écoles, tout comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Il y a donc énormément de preuves, et une façon sophistiquée de le dire, c'est que l'attention a évolué pour attacher du sens. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Plus quelque chose a du sens pour vous, plus il est facile d'y être attentif. Tout le monde le sait très bien. Si vous me donniez un livre sur la politique française, je trouverais ça facile à lire car la politique française m'intéresse. Mais si vous me donniez un livre sur les courses de Formule 1, dont je me fous complètement, je trouverais ça difficile à lire parce que ça ne veut rien dire pour moi. Ok, une grenouille va regarder plus longtemps une mouche qu'une pierre parce que la mouche a du sens pour la grenouille et pas la pierre. Donc plus quelque chose a du sens, plus il est facile d'y prêter attention. Mais nous avons fait évoluer le système scolaire pour que nos enfants apprennent par cœur des conneries sans signification pour passer des tests qui ne mesurent rien qui ait de la valeur. C'est ce que nos systèmes scolaires sont pour l'essentiel. Si on voulait construire un système scolaire qui ruine les capacités d'attention de nos enfants, c'est ça qu'il faut faire. C'est pourquoi, quand je suis allé dans les écoles qui sont bien plus progressistes, qui amènent les enfants à découvrir le sens de ce qu'ils font et rechercher le sens de ce qui les intéresse, leur attention est considérablement plus élevée. Donc, ce sont des choses que nous pouvons faire au niveau des écoles, au niveau des bureaux, au niveau de nos familles, tous ces niveaux intermédiaires. Et bien sûr, il y a ce que nous devons faire au niveau des sociétés. Et la méditation ou la pleine conscience, vous mentionnez ces pratiques dans le livre, est-ce qu'elles peuvent nous aider à protéger notre attention ? Oui, elles peuvent, et je suis en faveur de la méditation. Vous pouvez peut-être sentir une hésitation dans ma voix parce que je médite, ça m'aide, mais je suis très prudent sur le fait que nous nous sommes retrouvés dans cette situation où le premier recours qu'on offre aux gens est la méditation. Ça me fait penser à une grande historienne américaine spécialiste de l'histoire de France, Lorraine Berland, qui a inventé cette formule, l'optimisme cruel. C'est quand vous prenez quelque chose qui a d'énormes causes sociales, comme l'obésité, la dépression, les problèmes d'attention, et vous dites aux gens, « Bonne nouvelle, j'ai une solution pour vous. Contentez-vous de méditer 10 minutes par jour et ça va régler tous vos problèmes. » Et la raison pour laquelle ça s'appelle optimisme cruel, c'est que ça semble être de l'optimisme. Et on se dit, « Hey, j'ai la solution !» Mais en fait, c'est cruel. Parce que vous maintenez la personne en situation d'échec. Parce que la solution n'est pas à la mesure du problème. Et il y a un exemple qui est donné par le brillant professeur Ronald Persa en Californie. C'est un très bon exemple. Et il y avait une entreprise qui donnait à ses employés une assurance santé et des cours de méditation gratuits. Bon, ça, c'est une métaphore parfaite de ce que nous faisons. On pense à ces entreprises comme Facebook, TikTok. C'est comme s'ils déversaient constamment du poil à gratter sur nous et qu'ils se penchaient ensuite vers nous pour nous dire « Hé vieux, tu devrais apprendre à méditer, alors tu arrêterais de te gratter tout le temps. Je vais apprendre à méditer parce que ça a une grande valeur, mais vous devez arrêter de me verser cette saleté de poil à gratter dessus. » Nous devons donc ne pas nous contenter de solutions purement individuelles, aussi valables soient-elles, et la méditation en fait partie bien sûr. L'attention est comme un muscle que la méditation permet de renforcer. Mais nous devons aussi, et c'est pourquoi c'était si éclairant pour moi de passer du temps dans la Silicon Valley, j'ai interviewé des gens qui ont conçu des aspects essentiels du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et la chose qui m'a le plus frappé à leurs propos est à quel point ils se sentent coupables de tout ça. Vous savez, j'ai parlé du Dr Williams tout à l'heure, et il a travaillé pour Google. Un jour, il était à une conférence sur les nouvelles technologies, et le public était constitué de gens qui ont conçu tous ces outils et que vos enfants utilisent aujourd'hui. Et il leur a dit, si quiconque dans cette pièce a envie de vivre dans ce monde que nous créons, s'il vous plaît, levez la main. Et personne n'a levé la main.
Et il s'est dit, c'est bon, je ne peux plus faire ça. Et il a démissionné. Et ces gens m'ont expliqué continuellement l'une des dynamiques clés ici, et il m'a fallu du temps pour la comprendre, car ça me semblait un peu trop simple et presque conspirationniste. Ils m'ont expliqué, si vous ouvrez maintenant TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, enfin n'importe quel de ces réseaux sociaux, et que vous commencez à scroller, ces entreprises commencent à se faire de l'argent sur votre dos de deux façons. La première façon est évidente, n'est-ce pas, puisque vous voyez de la pub partout, donc pas la peine de vous expliquer, mais la deuxième façon est beaucoup plus importante. Tout ce que vous faites sur ces applications est scanné, trié par leurs algorithmes d'intelligence artificielle pour comprendre qui vous êtes, ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en colère, ce qui vous excite, ce qui vous rend triste, etc. Et cette information est très importante pour de nombreuses raisons. Mais la plus importante est de décider ce qui va vous être montré ensuite pour que vous continuiez à scroller. Et la raison est simple, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez l'application et commencez à scroller, ils gagnent de l'argent grâce aux publicités. Et plus vous scrollez longtemps, plus ils gagnent de l'argent, car vous voyez plus de pubs. Même chose pour vos enfants. Donc, tout ce que font ces génies de la Silicon Valley qui fabriquent ces outils pour les réseaux sociaux, qui développent ces algorithmes, n'est dirigé que vers un seul objectif. Trouvez comment vous pousser à ouvrir l'application aussi souvent que possible et à scroller aussi longtemps que possible. C'est tout. Comme la patronne de KFC est peut-être une femme charmante, mais tout ce qui l'intéresse en tant que professionnel, c'est combien de fois tu es allé au KFC cette semaine et quelle était la taille du bol que tu as consommé. Tout ce qui intéresse les entreprises, c'est combien de fois tu as ouvert l'appli et pendant combien de temps tu as scrollé. Selon la façon dont mon ami Tristan Harris, qui a aussi travaillé au cœur de la machine, me l'a dit un jour, ces applications sont des machines conçues pour fracturer votre attention. Donc vous pouvez essayer d'avoir un self-control, mais à chaque fois que vous le faites, il y a 10 000 ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui travaillent très dur pour saboter votre self-control. Et pour conclure avec un message d'espoir, Johan, comme Tristan Harris, on peut tous entamer une révolution de l'attention. À quoi ça pourrait ressembler, concrètement, pour les gens qui nous écoutent? Quelle direction leur indiquer pour entamer la révolution de l'attention? Oui, on peut citer beaucoup de choses, mais je vous donne un exemple tiré de l'histoire de la France qui devrait inspirer tout le monde. Donc vous êtes plus jeune que moi, mais quand j'étais enfant, et les gens qui ont plus de 35 ans sauront de quoi je parle, la seule forme d'essence qu'on pouvait trouver dans ce pays était de l'essence au plomb. Mon père venait de Suisse, donc j'ai passé beaucoup de temps en Suisse et en France quand j'étais enfant. Mais c'est pareil en Grande-Bretagne et ailleurs. Et on a découvert que l'exposition au plomb était mauvaise pour le cerveau, et en particulier pour la capacité des enfants à se concentrer. Et c'était dans l'essence, c'était dans les gaz d'échappement, c'était dans l'air. Tout le monde en France respirait des quantités sans précédent de plomb, et c'était vraiment mauvais pour le cerveau des enfants. Ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe de mamans ordinaires, ce qu'on appelait les mères au foyer à l'époque, se sont rassemblées et ont dit « Pourquoi est-ce que nous laissons faire cela ? Pourquoi est-ce que nous laissons ces entreprises, l'industrie du plomb, faire du profit en bousillant le cerveau de nos enfants ?» Et il est important de comprendre ce que ces mères n'ont pas dit. Elles n'ont pas dit « Interdisons les voitures et revenons aux chevaux et aux carrioles, rejoignons les Amish ». Tout comme nous ne disons pas « Interdisons les nouvelles technologies et revenons aux années 70 ». Ce n'est pas la réponse. Ce qu'elles ont dit, c'est « Débarrassons-nous de cet élément spécifique dans l'essence qui abîme le cerveau de nos enfants et remplaçons-le par un autre composant qui est sans danger. » Et on a oublié ces mères maintenant, mais elles se sont battues pour leurs enfants et elles ont fait face à beaucoup de résistance. Elles ont suivi le schéma classique de tous les mouvements politiques à succès qui avaient été décrits par Mahatma Gandhi. D'abord, on les a ignorées, puis on s'est moqué d'elles, puis on les a combattues, puis elles ont gagné. Comme vous le savez, il n'y a plus d'essence au plomb. Et le résultat, c'est que l'enfant français a en moyenne 5 points de QI en plus. Pour moi, c'est un modèle très important. En plus de tout ce que nous pouvons faire à l'échelle individuelle dans nos écoles et nos bureaux, c'est un exemple important qui devrait nous inspirer. On doit réguler l'industrie alimentaire, réguler les réseaux sociaux. Il y a beaucoup à faire. J'étais en Australie la semaine dernière et ils viennent d'interdire tous les réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans dans l'une des régions. Et ça va être généralisé à tout le pays. C'est une chose.
On doit changer le business model des réseaux sociaux. On peut faire ça à travers la législation. J'explique comment dans le livre. Si on fait cela, ça brise l'incitation de ces médias à bousiller notre attention. Mais ça demande aussi un changement dans notre psychologie. On doit arrêter de s'en vouloir. Ce n'est pas arrivé parce que nous avons merdé. C'est arrivé parce que notre environnement est devenu pourri. Donc on doit arrêter de s'en vouloir et d'en vouloir aux gens qui ont fait ça. Et on doit comprendre que nous ne sommes pas des paysans du Moyen-Âge qui viennent demander à la table du roi Musk ou du roi Zuckerberg pour avoir quelques miettes d'attention comme à l'époque de Louis XIV. Vous savez, nous sommes des citoyens libres de démocratie, une démocratie difficilement conquise dans le cas de la France, et nous sommes propriétaires de nos propres esprits. Et ensemble, nous pouvons les reconquérir si nous le désirons. Et gagner cette révolution. Merci infiniment, Yohann Hari, d'avoir été avec nous sur Métamorphose. Merci beaucoup. C'est un peu ironique, mais merci pour toute l'attention que vous avez apportée au livre et tout ce que vous faites pour le soutenir. Je vous suis très reconnaissant et je veux que les gens comprennent que ce n'est pas une conséquence de la modernité. C'est quelque chose qu'on vous a fait et que vous pouvez récupérer, votre esprit. C'était un très grand plaisir de vous avoir et ceux qui nous écoutent peuvent trouver votre livre Stolen Focus sous son titre français « On vous vole votre attention » publié aux éditions Erol. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter de Métamorphose pour recevoir toutes les informations sur nos prochains épisodes. Thank you. Hooray, thank you. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.